BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h18 et c'est donc Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France, mon invité. Bonjour. Bonjour. Alors on a plein de sujets, évidemment on va parler un peu de conjoncture quand même, parce que on est un peu inquiet sur la manière dont le monde change, bouge, l'inflation, le spectre d'une récession aux États-Unis. En Europe, même la Banque de France dit que 2023, dans le scénario du pire, on ne peut pas exclure un recul de l'économie de 1,3%. Comment on jugule cette inflation, ce dentifrice qui est sorti du tube, sans qu'on sache comment le faire rentrer ? Écoutez, non, la Banque de France a tout dit, hein. Son document est quand même extraordinairement précis. François Hollande-Gallo s'est exprimé. C'est sûr qu'on n'aura pas l'année prochaine la croissance qu'on aura cette année, hein. Et l'année d'après, à nouveau, on sera en dessous de 2%. Bon, on s'y était habitué. Au mieux. On savait très bien ce que c'était. Maintenant, moi, j'ai pas du tout envie de dire que la récession est fatale. Enfin, d'abord, c'est pas mon rôle, mais en plus, c'est pas du tout ce que je vois dans les entreprises. Qu'est-ce que je vois dans les entreprises ? Moi, ce que je vois, c'est des entrepreneurs qui sont... ils ont pas mal de cash et ils ont beaucoup de projets. C'est ça qui est quand même formidable. Hein. Donc, on le voit tous les jours ici. Mais oui, mais vous les voyez tous les matins. J'ai toujours dit, vous étiez le solide notch des entrepreneurs. Donc, alors maintenant, ils commencent à avoir des petites inquiétudes, mais qui sont liées aux incertitudes. C'est les questions que vous vous posez. Donc c'est tout. Mais sur le fond, honnêtement, l'économie va bien, là. L'économie va bien. En tout cas, il y a des l'étude qu'on a publiée la semaine dernière, l'étude sur les entreprises de taille intermédiaire, le montre, mais absolument catégorique. C'est vrai que sur le papier, les ruptures technologiques qu'on vit, c'est-à-dire la transition écologique, la transition numérique, font que normalement on devrait avoir un cycle de croissance fort. D'ailleurs, on pensait qu'on l'aurait il y a 6 mois. Sauf que tout ce qui est venu tout dérégler, c'est la guerre en Ukraine, l'inflation des matières premières, les ruptures d'approvisionnement qui enrayent la machine. Vous pensez que peut-être que 2-3 trimestres compliqués et après on peut rebondir vraiment ? Oui, je le pense, bien sûr. Je pense que c'est d'ailleurs ce que font les entrepreneurs, en fait, d'une certaine manière, passez-moi l'expression, mais ils serrent les fesses. C'est vrai. C'est tout. Ils ont des problèmes d'intrants, ils ont des problèmes d'inflation, leur marge opérationnelle est un peu pincée, ils essaient de répercuter les augmentations de prix sur leurs produits. Bon, ils font le job, mais c'est pas pour ça qu'ils sont plus innovants, c'est pas pour ça qu'ils se découragent du tout. Vous, justement, Nicolas Dufourcq et la BPI, la Banque publique d'investissement, vous pouvez jouer un rôle de contracyclique quelque part. On l'a vu sur la French Tech, à quel point vous avez créé cet écosystème qui a tellement fonctionné, qui marche encore, qui tient. On a encore levé 250 millions d'euros sur le plateau ce matin. Ça tient et ça continue. Et puis, en matière industrielle, on va beaucoup en parler parce qu'il y a ce livre, vous faites le bilan de la désindustrialisation de la France pendant 20 ans, entre 1995 et 2015. Est-ce qu'on peut inverser la tendance ? Sur l'industrie ? Oui, on peut tout à fait. Alors pourquoi j'ai fait ce livre ? Parce que je n'avais pas de thèse. J'étais, comme tout le monde, dans l'aquarium de notre monde où on dit on a désindustrialisé. On a détruit la moitié de nos usines, le tiers de nos emplois industriels en 20 ans. Et donc, à un moment, je me suis dit, d'accord, mais il s'est passé quoi ? Comment est-ce qu'on y est arrivé ? Donc vous êtes allé voir les acteurs. Et donc, j'ai interviewé 47 acteurs de l'époque et je leur ai demandé, racontez-moi ce qui s'est passé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, toute la France y est mise. Toute la France y est mise. Pour faire quelque chose d'aussi grave, d'aussi profond, c'est compliqué quand même de détruire une industrie nationale d'un pays qui est l'un des plus vieux pays industriels du monde. Hein. Détruire la moitié des usines en 20 ans. Donc, il a fallu que tout le monde s'y mette. Et ça veut dire tout le monde, c'est qui ? Évidemment, l'État, ça parle de responsabilité. L'imaginaire français autour de la servicialisation, le faiblesse... les médias qui ont vendu un imaginaire d'une industrie qui était forcément sale, qui était forcément Zola, qui était forcément dominatrice et surplombante, qui était un lieu d'aliénation horrible. La valeur travail qui a été beaucoup dégradée aussi. La valeur travail qui a été dégradée. La société du loisir. La société du loisir avec les 35 heures, la loi de Robien, les augmentations de cotisations sociales méthodiques dont l'État n'est pas toujours responsable, parce que dans la plupart des cas, c'est les partenaires sociaux qui sont responsables. Le MEDEF et les fédérations syndicales. Tout le monde en prend pour son grade dans votre livre. Mais c'est la vérité. Il y a les empreintes digitales de tout le monde. L'éducation nationale, qui a complètement découragé les enfants, les familles qui ont dit à la manière dont on apprend l'économie à l'école. La manière dont on apprend l'économie à l'école. Et même l'enseignement professionnel, la réforme Chevènement de 80% de classe d'âge au bac, en fait, elle était bien pensée d'une certaine manière, puisqu'il était clairement dit que la moitié allait dans des lycées professionnels, mais des bons lycées professionnels pour aller dans l'industrie. Sauf que c'est pas du tout ça qui s'est passé. En fait, les ateliers de formation dans les centres de formation qui étaient consacrés à l'industrie ont été démantelés, remplacés par des formations à des techniciens de service. Et donc les machines de ces ateliers ont été mises de côté. Enfin bref, tout est parti en vrille. Mais est-ce qu'on peut inverser la tendance ? Il suffit de savoir que c'est comme ça que ça se passe. Si les médias ont envie que l'industrie redevienne centrale dans le contrat politique français,
Bon, si les familles commencent à dire à leurs enfants, tu sais, c'est vachement bien que tu ailles dans une PME ou une ETI industrielle, vraiment formidable. Hein. Si les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, etc., remettent l'industrie au centre du propos, si les partenaires sociaux, en particulier les syndicats, comprennent ce que c'est que la nécessité d'un contrat paisible dans l'entreprise industrielle, ensuite, il y a la techno, il y a la transition climatique, et il y a les entrepreneurs, et le cash. Est-ce que Donc, ça il y a tout pour réussir en réalité. D'ailleurs, ça a commencé. C'est pour ça qu'on a stoppé la désindustrialisation depuis 2015. Ouais, alors justement, BPI, vous êtes très connu depuis plusieurs années pour avoir créé cet écosystème de la French Tech, si puissant, avec 25 licornes aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Je sais qu'il y a les Centaures aussi, dire les entreprises qui dégagent du chiffre d'affaires, mais il y en aura de plus en plus. Est-ce que vous êtes en train de pivoter? Est-ce que vous allez continuer ça, bien sûr, mais est-ce que vous ne dites pas le rôle de la BPI aussi, c'est de contribuer à l'industrialisation de notre pays, à la réindustrialisation? En fait, je suis obligé de remettre la balle au centre sur ce que nous sommes. C'est-à-dire que, évidemment, il y a une énorme communication. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que ça veut dire que les gens avaient envie d'entendre ça, sur le fait que nous sommes la banque de la French Tech. Sauf que la French Tech, c'est 15% de ce qu'on fait. Et voilà. L'industrie, c'est 60% de nos fonds propres et 25% Oui, mais ça de faisait bien de parler de la French Tech. C'est pas que ça faisait bien, c'est que les gens avaient envie de ça. C'était motivant. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Ça l'est toujours. D'ailleurs, dans la French Tech, il y a une partie industrielle aussi de plus en plus. Hein. Voilà. Ah, non, mais absolument. Et c'est le plan qu'on a lancé cette année. Et donc, on a fait le coq rouge. On a lancé en 2017 le coq bleu de la French Fab, qui est en train de monter maintenant en vertical. Le coq rouge, c'est la French Tech, le coq bleu, c'est la French Fab. Et maintenant, on connecte les deux, tech et fab. Parce que vous ne pouvez pas faire une fab moderne si vous n'avez pas un maximum de tech dedans. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment le propos du moment, c'est de connecter les patrons de PME et de TI avec les start-upers de la French Tech. Et ça marche. Il y a quantité d'exemples que je pourrais vous citer, où vous avez une entreprise taille intermédiaire qui travaille avec 15 startups, par exemple, et qui a créé son propre incubateur. Donc c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Bon, ça va prendre combien de temps? Là, il a fallu 20 ans pour désindustrialiser. Est-ce qu'il faudra 20 ans pour réindustrialiser? Oui, ça sera long. Oui, bien sûr, ça sera long, parce que ne serait-ce que quand vous voulez monter une usine, c'est long. Et vous avez des recours, vous passez en justice, et il faut que vous trouviez votre friche. Donc là, on est vraiment dans l'économie des territoires. C'est beaucoup plus difficile de monter une usine que de s'installer avec 30 développeurs dans un immeuble de bureau en banlieue parisienne. Donc oui, c'est forcément long, et c'est pour ça que je dis que c'est soit un contrat social, soit on n'y arrivera pas. Un contrat social, ça veut dire, vous l'avez dit, on passe par l'éducation, on passe par les financements, on passe par... Voilà. Un alignement politique vertical. Mais je dis ça pourquoi? Parce que nos voisins le font. Mais la production industrielle par tête de pipe en Suisse, elle est 3 fois supérieure à la France. En Suisse. Et pourquoi? Parce que c'est le contrat social du pays. L'industrie, on ne touche pas. Vous parlez d'un contrat social, le problème c'est qu'en ce moment, vous le savez, vous avez vu les élections la semaine dernière, c'est que pour trouver un consensus désormais à l'Assemblée, un contrat social sur l'industrie, par exemple, il faut convaincre tout le monde. Est-ce qu'on va pas être dans l'immobilisme pendant 5 ans? Je ne pense pas sur ce point précis, parce que je pense qu'il y a unanimité transpartisane d'un extrême à l'autre. C'est pas faux ce que vous dites. Sur le produit en France. Est-ce qu'après la loi pouvoir d'achat, il ne faut pas faire une loi réindustrialisation du pays? Est-ce qu'elle est nécessaire? Il faut se poser la question, parce que les outils sont là encore. Elle est nécessaire parce que... c'est beaucoup dans les tripes. Non, mais je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup de lois supplémentaires. On a besoin d'une loi de simplification. Oui, mais par exemple, simplification, l'éducation, la réorientation de l'éducation, ça ferait partie de ce paquet. Est-ce que ça passe par la loi? Je ne sais pas honnêtement. C'est essentiellement pour moi managérial. Je pense que l'éducation professionnelle doit beaucoup basculer vers le monde de l'entreprise. Mais sinon, il y a consensus national sur le produit en France. Honnêtement, le consensus politique est là, le consensus des familles est là, sauf que maintenant, il faut que ça embraye de partout. Alors je vais me faire l'avocat du diable, il y a un consensus national, vous le dites, c'est vrai, je pense que chez les Français, il y a cette envie de réindustrialiser. Question de fierté aussi. Oui, mais est-ce qu'il y a un consensus chez les économistes? Est-ce que on n'est pas en train de faire la fin de la globalisation en disant ça, et quelque part peut-être d'aller vers des années où il y aura moins de croissance, parce qu'il y aura moins de globalisation? Vous devez dire non, il n'y a pas de consensus chez les économistes, c'est vrai? Non, il n'y a pas de consensus chez les économistes. Mais d'ailleurs, c'est un des problèmes de ce qui nous est arrivé, c'est qu'il n'y avait jamais de consensus entre les économistes. Et donc, on s'envoyait des arguments à la figure pendant 20 ans. Bon, les gens qui n'étaient pas des pros du sujet... Il y a ceux qui nous disent, comme Jean-Marc Daniel, qui est là tous les matins, qui nous dit il faut de plus en plus de globalisation, c'est pas la peine de relocaliser, parce qu'on va perdre de l'argent. Bien sûr, d'ailleurs, j'ai fait un débat avec Jean-Marc dans l'Express, vous verrez, parce que lui, il est totalement Welbeckien. Il l'assume. Il préfère des gardiens de musée à des ouvriers. Bon, moi non. Mais moi, je pense que c'est tout à fait compatible. D'abord, je pense qu'on ne va pas vers la démondialisation. Les importations de l'Europe, de la France,
venus de Chine entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2021 Explosé. ont cru de 60%. Mais oui, j'ai vu ça. Voilà. Donc la démondialisation, non, ça ne va pas arriver du tout. Ouais. De toute façon, la qualité des productions industrielles extérieures est extraordinaire. C'est juste une question de compétition. On est un pays de 70 millions d'habitants. On peut tout à fait trouver notre place dans l'industrie mondiale, juste en étant excellent, quoi. Je pense qu'il y a aussi un consensus français pour être excellent, non? Les gens ont envie d'être fiers. On peut avoir une industrie excellente. Un dernier mot sur la French Tech dont vous vous êtes beaucoup occupé, dont vous occupez beaucoup. Aux États-Unis, on voit que ça dégringole, les valorisations, l'écosystème est en train de s'effondrer de l'intérieur. Oui. On n'a pas ce risque-là ici. Il y a des Français, par exemple, qui ont investi à travers les fonds BPI dans les startups. Ça va tenir? Bah, pour l'instant, écoutez, ça tient. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, on fait nos revues de valorisation. Oui. Alors, surtout, Un peu à la baisse, forcément. Bon, le produit BPI France Retail, quoi, avec une quinzaine de milliers de Français. C'était bien parce que c'était sensibiliser les Français à la nécessité d'aller. On va continuer, c'est fondamental. C'est beaucoup de PME. Aujourd'hui, on fait nos revues de valorisation. Il y a beaucoup de valos qui montent. Ah bon? Oui. D'accord. Non, mais ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, dans les startups, il y a des startups qui vont devoir effectivement réduire ce qu'on appelle le cash burn. Hein. C'est leur ambition et le rythme de croissance. La voie, le rythme de croissance, etc. C'est un peu dégagé du chiffre d'affaires et des produits. Cela dit, il y a des dizaines de milliards d'euros dans les fonds français. Qui vont pouvoir maintenant gérer leur participation et continuer de financer les startups qui sont leur participation. Et puis pour pouvoir... L'argent, il est là. Et pour pouvoir rentrer à des valorisations plus raisonnables et donc faire de meilleures affaires. Je trouve que c'est le moment. Je trouve que c'est plutôt ça. Ouais, Mais aucun effondrement. De toute façon, BPI France sera là pour continuer de financer. Bon, c'est dit. Merci Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.